Bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Il faudra attendre samedi pour la signature d'un accord en République démocratique du Congo. Les travaux du dialogue national sous l'égide de l'Église sont toujours en cours. Pourtant, les principaux points semblent avoir été négociés. Joseph Kabila devrait être interdit de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Précision dans un instant. En Tunisie, nos correspondants sont allés à la rencontre des 3 étudiants congolais victimes d'une agression au couteau en plein cœur de Tunis. Ils étaient entendus par la justice ce vendredi. Et enfin, portrait de Yoro Diao, ancien tirailleur sénégalais de 88 ans qui, après de longues années d'attente, devrait d'ici peu obtenir la nationalité française. Et il a su rester philosophe, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Un dialogue national qui traîne en République démocratique du Congo, même si toutes les instances semblent s'être entendues sur la suite à donner à la transition politique dans le pays. Le dialogue national sous l'égide de l'Église est toujours en cours. Il y a eu des points approuvés, notamment Joseph Kabila devrait être interdit de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Pourtant, il faudra donc attendre pour la signature finale, comme nous l'a expliqué depuis Kinshasa le journaliste Patient Ligodi. La cérémonie de la signature de l'accord politique est renvoyée à samedi 31 décembre entre 9h et 10h. Les signataires sont encore en train de discuter en ce moment. C'est ce qu'a dit en fin de soirée Monseigneur Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Il a annoncé que les parties prenantes sont arrivées à ces fameux accords. Les délégués examinent encore les textes pour vérifier si les amendements apportés ont été rapportés fidèlement et intégralement. Cet accord politique prévoit que la présidence de la République soit assurée par l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, pendant la période de transition. Le poste de Premier ministre sera confié au rassemblement de l'opposition dirigé par l'historique opposant Étienne Tshisekedi. Le gouvernement issu de cet accord politique sera composé de toutes les parties prenantes à cette discussion. Les deux parties se sont également convenues que la présidentielle, les législatives nationales et provinciales sont organisées au plus tard à la fin de l'année 2017. Il est également constitué un conseil national pour le suivi de l'accord politique qui sera constitué comme une institution d'appui à la démocratie. Le cas de Moïse Katumbi, opposant en exil, sera traité après la signature de l'accord politique. Ils ont décidé de rentrer au pays. 159 Maliens, tous volontaires, ont été rapatriés à Bamako jeudi soir. Parmi eux se trouvaient des mineurs, parfois non accompagnés. Ces hommes, ces femmes, ces enfants étaient coincés en Libye. Certains étaient même détenus dans des prisons libyennes où ils disent avoir subi de mauvais traitements. Leur retour s'est fait en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Mounia Kassem. Dernière minute passée sur le sol libyen. Au total, 159 Maliens ont choisi de rentrer au pays. Pour tous, c'est la fin d'un périple épuisant. Le vol est affrété par l'OIM, l'Office international pour les migrations, direction Bamako. À leur arrivée, les visages restent marqués par les mois, voire les années difficiles passées en Libye. Leur rêve de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe a viré au cauchemar. S'ils ont échappé à la noyade, leur séjour en Libye n'en était pas moins périlleux. Certains dénoncent même les violences subies en prison. Dans toutes les prisons, les Libyens, ils frappent les gens, ils maltraitent les gens, surtout l'Africain noir. Non, on n'a pas les valeurs. On ne veut pas voir la peau noire. On nous frappe, on nous traite mal. Tout simplement parce qu'on est noir, tout simplement parce qu'on veut traverser l'eau, c'est tout. Après des mois sans communication, ces Maliens vont enfin pouvoir retrouver leur famille. Les autorités se félicitent de cette opération. Tout ceci, c'est pour prouver l'engagement de la République du Mali auprès de tous ses fils qui sont en détresse à l'extérieur. Et ces efforts vont continuer de façon beaucoup plus accentuée ces derniers jours. Si ce rapatriement s'est fait avec l'aval du gouvernement, Bamako conteste en revanche la légalité des expulsions depuis l'Union européenne. De nombreux Maliens sans papier sont reconduits de force dans leur pays avec un laissez-passer européen, un document considéré comme sans valeur par le Mali et d'autres pays africains, mais aussi par les associations de défense des droits de l'homme. Ce jeudi, 2 migrants arrivés à Bamako avec ces laissez-passer ont ainsi été renvoyés. Face à la colère de la diaspora malienne, le gouvernement tente de rassurer. Il réfute tout accord signé avec l'Union européenne. Seul un communiqué avait été publié début décembre pour accentuer la lutte contre les migrations irrégulières.
Après l'Algérie, cette semaine, la Tunisie communique à son tour sur la lutte contre le terrorisme dans le pays. Le gouvernement affirme avoir emprisonné et placé sous surveillance 800 djihadistes tunisiens depuis 2007. Et il y aurait toujours, selon Tunis, 3000 ressortissants dans les rangs des organisations djihadistes. L'ONU évoquait le chiffre de 5000. Quant à la question du retour de ces djihadistes présumés, question qui inquiète la population tunisienne, le Premier ministre Youssef Chahed affirme qu'ils seront directement jugés. Et on reste en Tunisie pour revenir sur cette agression au couteau de 3 étudiants congolais en plein Tunis. C'était il y a une semaine. Depuis, le gouvernement a appelé à l'examen d'urgence d'un projet de loi contre le racisme. Ce vendredi, les 3 étudiants ont été entendus par un juge d'instruction. Notre correspondant, Sodro Lutiens, les a rencontrés. Voyez son reportage réalisé avec Hamdi Tleli. Une semaine après l'agression, ils sortent du tribunal où ils ont tout raconté en détail à la juge d'instruction. Ces 2 étudiants congolais ont été attaqués à l'arme blanche par un forcené en plein centre-ville de Tunis. Les messieurs aussi étaient derrière, moi je ne savais pas. Il m'a poignardé pour la première fois. Quand j'ai regardé, il a encore ajouté une deuxième fois. Je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise. J'ai peur. À chaque temps que les Tunisiens me voient et puis ils continuent toujours à m'insulter. De macaques, de noirs, donc c'est comme ça qu'ils nous insultent de rentrer chez vous. Donc ils ne veulent pas nous voir ici. Le drame de trop, dans une longue série d'agressions physiques et verbales à connotation raciste, le gouvernement a appelé à une stratégie nationale pour changer les mentalités et à l'adoption en urgence d'un projet de loi contre les discriminations. Il y a une certaine partie de la population qui a des comportements, des attitudes racistes. Un état de droit de l'homme, ce n'est pas un état où il n'y a jamais d'actes racistes, mais où les actes racistes sont punis par les lois et où la loi est faite pour initier un changement de comportement. Des engagements encore insuffisants pour les associations d'étudiants subsahariens, car de séjours de plus en plus chers, retards, pénalités à tout va, le racisme n'est pas leur seul problème. Le racisme, nous le prenons comme un fait qui existe partout. Notre manifestation porte beaucoup plus sur les problèmes administratifs. Oui, et un manque de sécurité face à tous les problèmes que nous rencontrons. La police ne nous écoute pas. C'est déjà aussi une forme de discrimination. L'association a sondé 400 de ses membres. Tous expriment leur désir de partir. Il y a 7 ans, 13 000 étudiants subsahariens peuplaient les bancs des facs tunisiennes. Aujourd'hui, ils ne sont déjà plus que la moitié. Et on en vient à cette belle histoire, celle de Yoro Diao. De l'Indochine au Djebel algérien, cet homme s'est battu sous le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un tirailleur sénégalais à qui François Hollande a promis, comme à des milliers d'autres, qu'ils obtiendraient la nationalité française. Le président de la République avait fait part de sa promesse lors de la visite de Macky Sall en France. Mieux vaut tard que jamais, rétorquent les tirailleurs. Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ces années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. C'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e RTS, régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer en Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Une situation qui a touché Aïssata Seck, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy, en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Monter les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus long parce que quand ils reçoivent le dossier avec les demandes de pièces à fournir, eux doivent soit retourner au Sénégal, soit voir avec leur famille au Sénégal pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer un certain nombre de documents. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État.
C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants. Et pour terminer ce dernier journal de l'Afrique de l'année, nous vous proposons de revivre les temps forts de 2016 sur le continent. Un tout en images signé Mounia Kassem. Et j'en profite avant ce générique de fin pour remercier ceux qui toute l'année œuvrent pour votre journal de l'Afrique. Les équipes en régie, les coiffeurs, les maquilleurs qui nous rendent présentables pour vous. Merci à nos correspondants sur tout le continent, à toute l'équipe du journal de l'Afrique. Mounia, Agnès, Nicolas Gerbin, Mary Colombel, Georgia Calvin-Smith, Jean-Karim Fall, Amanda Alexander, Xavier Chemisseur, Sophie Hulot, Émilie, Julie, Zora, Célia, Laurent. Une pensée spéciale à Pauline Simonet et merci surtout à vous pour votre fidélité. Comme on dit en Wolof, Niofar, on est ensemble. Très belle année 2017. Tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie Nous allons faire la fête ensemble jusqu'au bout. Politique, présenté par Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent les éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.